Comme nous, on est taillé pour les festivals, forcément que quand on arrive dans des salles où on a toute la journée pour s'installer, bah, c'est vachement plus simple de s'installer, même si en l'occurrence là à Bercy on a rajouté beaucoup de rajouts, mais ça a été fait par une autre équipe, donc nous ça nous a pas énormément impacté à part en encodage et en adaptation du show. Il y a le prestataire historique de la tournée qui fait toute la tournée, qui est Be-Live, et il y a le prestataire qui fournit juste les rajouts à Bercy, qui est PRG. C'est un dossier particulier justice. Moi, je suis avec eux depuis 2007, donc depuis le départ. Donc, il n'y a jamais eu de cahier des charges précis, à part de dire on veut que ce soit sourd, ça rende sourd et aveuglant. Ça a été le premier brief de 2007. Ce cahier des charges-là, il n'a jamais vraiment changé. Mais par contre, c'est affiné, amélioré avec le fait que tous on découvre d'autres choses, on se fait de plus en plus confiance et il y a des nouvelles choses qui sortent. Et puis forcément qu'en vieillissant, on a peut-être aussi envie d'être un peu moins brutal et un peu plus fin. Donc tout ça, ça s'affine. Justice a quand même une écriture différente, donc même un visuel différent, que ce soit en pochette d'album, que ce soit en clip. Voilà, en général, quand on voit un truc de justice, on sait ils ont leurs pattes et tout ça. Et en live, on a réussi à créer ça aussi. On avait une croix physique qui est le logo du groupe, et ça on l'a pu en physique réelle. En fait, maintenant ça devient une croix lumineuse qui physiquement, quand on met les projets dans un certain sens, devient une croix, mais sinon n'est pas une croix. Donc ça c'est aussi une grosse nouveauté. Et puis voilà, après, le même cahier des charges que le début, c'est-à-dire le plus noir et blanc possible. Même si on a intégré plein de petites touches de couleur, mais qui globalement, on a ce sentiment d'avoir vu un show presque en noir et blanc. Sur une erreur de programmation en résidence, donc il y a plein d'idées qui partent d'erreur, on le sait tous, hein, tous les gens savent que ça se passe aussi par là. Et voilà, donc là j'ai des baracas sur le kit, qui sont des nouvelles machines de chez Starway, que je connaissais pas, et donc en travaillant à la résidence, je regardais un peu les fonctions qu'il y avait dedans et tout ça, et je trouve ce défilé de couleurs ultra rapide. Et Xavier Gaspard était avec moi pour d'autres raisons et tout ça, et on voit le truc ensemble, et Xavier et Gaspard ils disent waouh putain c'est mortel cet effet et tout. Et donc voilà, ça a déclenché le fait qu'on se dit tiens il va falloir qu'on s'en serve à un moment dans le morceau. Et ils ont ce morceau qui s'appelle One Night. Nous, ce qui nous intéresse, c'est on essaye de trouver une idée forte par titre. On en est arrivé à ce truc qui est finalement un défilé de couleurs ultra rapide, qui est tellement rapide qu'à l'œil nu, on le voit blanc, voire un peu grisant, quoi. Et c'est comme si on avait pris un peu des drogues, hein, vous voyez. Donc on cligne des yeux, et quand on cligne des yeux, à chaque fois qu'on réouvre, on a une nouvelle couleur. Et on a aussi exactement la même chose quand on filme cet effet. On ne l'a pas en vrai, en fait, en vidéo, en support, on l'a en rien, parce que on ne peut pas capter ce défilé de couleurs qui est beaucoup trop rapide, que ce soit pour un objectif ou que ce soit... Voilà, il n'y a que l'œil humain qui arrive à voir ce qu'on a envie de transmettre. Et dès que c'est pris en vidéo et tout, ça devient pas dégueulasse, mais rigolo en tout cas, parce qu'il y a une photo elle est violette, il y a l'autre elle est verte, il y a l'autre elle est... Voilà. Donc ça nous a plu cette idée-là aussi. Je suis hyper content du Baraka. En fait, ça fait très longtemps que je cherchais un équivalent au Sharpie, notamment pour Justice. En fait, les caractéristiques que moi j'aime du Sharpie, c'était un projecteur très petit, très léger, qui avait une puissance de feu énorme à l'époque quand c'est sorti, qui avait un bâton de fou, mais qui avait en inconvénient le fait que c'était, on va dire, un projecteur à effet, parce que c'était pas fait pour éclairer des gens, il n'y avait pas d'ouverture de focus, il y avait un point chaud très fort, donc pas joli. Pour de l'état lumineuse et tout ça. Donc, mais par contre, pour faire de l'effet et pour l'électro, on va dire en global, ça a été une révolution. Ça a été super, ce projet. Sauf qu'il commençait à être dépassé. Je trouve qu'il commençait à être dépassé, mais pas dans son intention, parce que la preuve, c'est qu'on n'en trouve pas d'autres. Mais il était dépassé dans le fait déjà que c'était une lampe. Et ça devient compliqué, les lampes, pour l'entretien, pour le fait que ça chauffe, pour plein de raisons.
Les nouvelles technologies nous montrent quand même qu'il y a des choses maintenant qui sont super, que ce soit en LED ou que ce soit en laser. Donc moi je pousse vers ça, et donc ce projecteur là, le Baraka, qui est pour moi exactement ce qu'il faut pour remplacer ce projecteur. C'est exactement les mêmes caractéristiques avec au goût du jour, c'est-à-dire c'est un faisceau laser ultra puissant, ultra bâton, qui fait les mêmes dimensions qu'un Sharpie en termes de hors-tout à, je vais dire, 1 cm ou 2. On l'avait mesuré, mais c'était à peu près en hauteur, et je crois qu'en largeur, d'en base et tout ça, c'est à peu près pareil. Mais par contre, il est plus lourd. C'est-à-dire que le Sharpie fait 16 kg, je crois, de mémoire, et celui-là, il doit faire 21 ou un truc comme ça. Donc il est un petit peu plus lourd. Donc ce qu'on a perdu sur le Baraka, c'est la rapidité. Et d'ailleurs, je parle beaucoup avec Starway, je leur fais des retours, comme on est le seul projet, je pense pour l'instant, en France en tout cas, à avoir autant de Baraka. Je leur dis qu'il faut absolument essayer de trouver des moteurs peut-être plus forts ou plus puissants pour essayer de gagner en vitesse, pour vraiment avoir une équivalence. Mais on est déjà très bien. En plus, il y a une rotation à l'infini que je n'utilise pas moi dans le show, mais il y a aussi une rotation à l'infini. Il y a plein de trucs que je n'utilise pas parce que de par la charte graphique du groupe, il y a plein de choses qu'on n'utilise pas, mais je connais le potentiel du projecteur. C'est vrai que pour l'instant, on est obligé dans notre kit US de remplacer le Baraka par une autre source BIM. Nous, on devait rentrer dans un cahier des charges financier. Aux États-Unis, j'ai du Mégapoint. Comme le Mégapoint, on en trouve partout. Il y avait aussi ça, quand on passe de pays en pays, on va en Amérique du Sud, on va en Amérique du Nord. Donc il y a tout un tas de réflexions qui n'est pas que lié à la source lumineuse, qui est lié aussi à la production, qui est lié à comment, dans quelles conditions on tourne, quels sont les impondérables qu'on a, comment on fait pour remplacer le matériel quand on est à Bogota ou quand on est à, voilà. Et c'est des lieux, globalement, le Mégapoint, il a pris un gros pas mondial. Les gars, ils veulent absolument qu'on ait le même show partout. Donc oui, je peux pas me permettre de me dire, bah tant pis, s'il manque 8 machines, on peut pas faire ça. Le Baraka, là, quand on allume le bâton, on pourrait se dire, tiens, on dirait que c'est en verre, on pourrait l'attraper et le casser. Donc oui, c'est une lumière qui est complètement différente. Moi, je suis pas un spécialiste des IRC, des LuxMet et tout ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que visuellement, on voit vraiment une grosse différence avec tous les BIM qui existent aujourd'hui. En tout cas, sur ce projecteur-là que maintenant je connais, et avec tous les projecteurs que j'ai croisés en festival. Après, il y a sûrement d'autres équivalences. Je dis pas que c'est le seul, mais en tout cas, on voit bien que la source laser, elle a une différence. Je dirais pas que c'est mieux ou moins bien. Je n'arrive pas à juger. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour faire du BIM, c'est mieux. C'est plus net, plus puissant. C'est plus net aussi sur la distance. Pour ce que j'en fais là, en tout cas, on ne peut pas le faire en trad. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, l'électricité, c'est un vrai sujet. Et donc, faire la même chose qu'on fait là avec du trad, bon, déjà, c'est pas possible en termes de lumière, mais c'est pas possible non plus en termes d'énergie consommée et demandée. Alors, sur chaque pod, il y a 4 Mitob, il y a 2 Rogue Outcast Wash en dessous, et il y a 3 Skeptrons. Cette idée-là du Mitob, elle est spécifique à Justice. On l'a fabriquée pour ce projet-là. Par contre, les projecteurs seront à la location possible après chez BeLive, voilà. Mais surtout, c'est assez spécifique parce que il n'y a qu'une couleur. Donc c'est le LED qui a cette couleur chaude. L'autre côté, c'est une partie vidéo classique, dalle vidéo. Et l'autre partie, c'est une partie miroir. On a utilisé que du recyclage. En fait, le LED existait déjà, les dalles vidéo existaient déjà, le Dibon miroir existait déjà, la base de VL 2005 existait déjà. Tout ça a fait que les coûts de fabrication ont chuté énormément. En plus de ça, j'avais fait acheter par Régie Lumière à l'époque de Fredo une partie des LED. Il avait un énorme stock, donc ils avaient déjà ça en banque. Ça a vachement fait baisser les coûts, ce qui a permis à la production de voir d'accepter notre projet et de faire en sorte que ce soit faisable. Et tout ça avec l'aide donc de Corrida, avec l'aide de Manu Mouton, qui a vachement participé à ce que ce soit réalisable financièrement et qu'on puisse le faire dans les délais, dans le temps et tout ça. À BeLive, de par les rachats de boîtes qu'ils avaient fait et tout ça, ils avaient un stock de VL 2005 qui était non utilisé, on va dire
presque repu, hein, voilà. Et Seb, il me dit, comme on en a vraiment beaucoup, on pourrait prendre toutes les bases et s'en servir en panne. Et il dit, je vais essayer de faire un prototype et puis on va voir ce que ça dit, qu'est-ce que ça génère comme problème. Comme moi, je l'ai fait travailler on va dire, en perroquet, quoi, on va dire. Et, la base, elle est déportée. Et donc, ça donne plus de poids, de traction sur les moteurs. Et avec les bases de VL2000, on n'arrivait pas à faire tourner comme on voulait. C'est-à-dire que quand la face LED, qui était la plus lourde, se retrouvait en bas, on n'arrivait pas à retourner, on n'arrivait plus à remonter. Donc voilà, il a réfléchi, il a essayé avec une base de VL2005, ça avait l'air de fonctionner. Et puis voilà, et puis après son travail a fait que il sait faire des pièces, il travaille sur Vector, voilà, il est quand même assez doué là-dedans en mécanique et tout ça. Et donc on a réussi à faire un ping-pong et à se dire ok, on arrive à faire ça à ça et on en est arrivé au meet-up. Voilà, et on est assez content de ce produit, ouais. C'est assez cool. Moi après, je reconnais que en fait, le côté hybride des machines, j'aime beaucoup. Il faut se dire quand même qu'il faut que ça fasse un peu de lumière pour qu'on puisse l'utiliser de manière un peu plus classique que sa spécificité d'effet, quoi. Le Sceptron, il me sert, donc il est léger, on peut mettre de la vidéo dedans, donc c'est tout ça qui me plaît, et il a quand même cet aspect, quand on met le gros tube, un peu néon de loin, quoi. Et on trouvait ça cool d'avoir un plafond un peu indus néon qui puisse descendre, qui descend d'ailleurs au deuxième morceau. Et voilà, ça rappelle ce truc-là. Le Sceptron, pour plein de raisons de réseau, on les a utilisés que en média serveur. On les utilise pas du tout en DMX, on les utilise pas du tout par la console en lumière, parce qu'on n'avait pas l'utilité, on les utilise pas tout le temps, c'est un peu comme le sel, quoi. On en met un petit peu et voilà. On connaît toutes les spécificités du Sceptron, qu'elles soient technique pure lumière avec les différentes tailles de tubes et tout ça, mais aussi son poids, parce que ça c'est un point positif pour moi. Le poids, le fait que ce soit plutôt fiable, hein, il y a quand même pas beaucoup de pannes sur le Sceptron. Et puis par contre la spécificité de savoir qu'on peut les piloter de deux manières différentes qui sont soit en média serveur, soit par le P3 de chez Martin pour l'utiliser en DMX. Voilà. J'adore le Rogue de chez Chauvet. Les pods on était limités à 250 kg. J'avais besoin d'un wash pas trop lourd, puissant. Justice, ça demande vraiment de la puissance. Le mot d'ordre, c'est qu'on a besoin de puissance. Donc après, à moi de le réfléchir et tout ça, mais j'ai besoin de puissance. Comme on en mettait 2 par pod, on avait 30 machines qu'on mettait au-dessus d'eux. Je voulais que ce soit puissant, que ça fasse un beau bâton. Y a d'autres projecteurs qui font ça, qui sont même un petit peu plus légers, que j'aime beaucoup, mais il s'avère que le prestataire il n'en avait pas, le prestataire qui nous fournit la tournée, et ils m'ont proposé ces machines-là que j'ai testées. En l'occurrence, je trouve que c'est un très bon projecteur. Il est IP65. Nous, on n'a pas tout le kit en IP65. Ça reste un plus parce que quand même on fait beaucoup de festivals et tout ça, donc pour la poussière et tout ça, je parle pas de flotte spécialement, mais pour la poussière, nous c'est bien quand même qu'on soit le plus protégé possible. Et voilà, donc c'est ça qui le rend un peu lourd. Le mur, il est né d'une réflexion où je savais que j'avais envie d'avoir un objet significatif où n'importe qui prenait une photo et on savait que c'était Justice. Je voulais qu'on ait un mur très caractéristique du groupe. Et donc, les gars, ils adorent les miroirs et tout ça. Donc, j'ai commencé à me dire, putain, si on faisait un mur d'énormes projecteurs. Donc, j'ai commencé à chercher des sources puissantes et tout. Donc, j'avais bien aimé le CL parce que c'était un produit qui était fini à cette époque-là. Ils étaient un peu devant les autres. J'ai commencé à travailler avec ce produit-là. Et puis, la marque m'a contacté en me disant, ouais, merci, c'est super. Parce qu'on nous utilise beaucoup dans le cinéma et tout ça. Mais c'est vrai qu'en live, personne. Donc, tu es le premier à l'utiliser. Sache, on a aussi un énorme modèle, le TWX. Donc je me dis, ouais, c'est cool, pour Justice, ce serait vraiment cool. On a pu avoir ce projecteur-là. Et autour de ce projecteur-là, je me suis dit, ben, ça fait quand même projecteur très moderne. J'aimerais que dans la tête des gens, un projecteur, il a ces espèces de volets qu'on voit dans n'importe quel film. Voilà, et je me suis dit comment je vais faire pour faire. Et je me suis dit, bah, les gars aiment le miroir et tout, faisons un espèce de volet en miroir qui va nous représenter des gros projecteurs derrière. C'est toujours imagé, c'est toujours. Voilà, mais en tout cas, j'ai la sensation qu'on a assez bien réussi le pari de ça. Et après, entre ces projecteurs-là, j'ai mis des tétras.
des Tetra 2 même pour être plus précis. Et ces Tetra, donc moi j'aime beaucoup le produit, c'est puissant, LED à LED. Là on a décidé en plus de pouvoir l'émerger dans le serveur. Donc on fait des choses qu'on n'arrive pas à faire en effet avec la console et tout ça, qui sont plus fines. C'est un peu plus sympa, mais ce qui me manquait, c'était la rotation en panne. Et je me rappelle avoir discuté avec Seb où je lui dis, mais tu sais, on avait quand même les média spinners, c'est Robé aussi, hein, les média spinners qui servent à faire tourner. Je dis, ben là, c'est une association de même marque, peut-être qu'on peut essayer. Et il me dit, ouais, on va essayer, je pense que ça marche et tout. Et il a monté un proto, hein, encore une fois. Et puis on a essayé de le mettre un peu dans tous les sens, on s'est rendu compte que ça marchait super. Et puis bah, les tétras, tout le monde en avait en stock. Les robés, bah, Belive, il les avait de Régie Lumière de l'époque de Justice tournée d'avant, on en avait acheté je sais plus combien. Donc bah, c'était juste de l'assemblage. Donc ça, pareil, encore une fois, on a réussi à capitaliser sur notre investissement premier et à faire évoluer le truc. Donc on est hyper content de ça. Bon, ça c'est un petit peu plus touch parce que comme c'est pas vraiment fait pour, que je l'ai fait jouer en déport. Bon, c'est quand même plus fragile, on va dire, il faut faire attention. Voilà, les axes, ils travaillent dans un sens qui n'est pas natif de l'axe. Donc voilà, c'est assez fragile comme produit, mais ça fonctionne et on n'a pas énormément de panne. Ça se passe plutôt bien. Ils sont en forme de croix dans le setup de base, donc je l'allume comme ça au début, mais après ça change, ça tourne et tout. Mais les Xav et Gaspard, elles sont pas très friands des formes psychées, on va dire. Ils aiment bien le côté droit, le côté très martial. Donc on les utilise soit comme ça, mais très peu de manière différente. Ou quand je les utilise en mouvement ou en rotation, je les utilise avec un motif de lumière qui fait qu'on n'a plus la perception de l'objet. Donc le JDC1, il y en a dans le kit qui sont au sol. Et j'en demande dans les kits d'accueil en l'air. Et après pour Bercy, là on en a rajouté, on a fait 4 énormes ponts qui traversent toute la salle de Bercy en droit, parce qu'on voulait faire des effets dans la profondeur et tout ça. Et donc les JDC, ils me servent à faire le public. Donc l'éclairage public standard, entrée publique et tout ça, on va dire les blinders quand on fait les appels publics et tout ça, genre le moment où on veut les voir applaudir et tout ça. Et ils me servent aussi de strobe classique qu'on a partout. Ils ont envie de créer de l'interaction avec la foule, sauf que comme tu peux le voir, ils parlent zéro, hein. Pas une fois du concert ils parlent, hein. Jamais, jamais, jamais. Et ça, historiquement, depuis le début, hein, ils n'ont jamais parlé au public. La lumière parle pour leur musique, on va dire. C'est un peu comme si on inversait les rôles, voilà. Donc depuis longtemps, on parle de ça et ça fait partie de notre petite blague, mais qui a un fond. Et moi, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que si on est raccord avec la lumière pile au bon moment, du sentiment qu'on va vouloir donner avec ce qui se passe en termes d'audio, et ben forcément qu'on va faire basculer les gens dans une autre sensation, parce qu'on sera tellement raccord et tellement surprenant à ce moment-là que les gens vont forcément surréagir au moment. Et donc oui, on en joue bien sûr, et c'est là notre recherche à tous les trois, et les discussions qu'on a en résidence tous les trois, où on est capable de se poser devant un tableau pendant 4 heures, 5 heures, à trouver la bonne formule, le bon truc, à faire des essais et tout ça. C'est pour trouver la bonne phrase, le bon mot à dire pour les gens qui font des paroles. Ils savent tous de quoi on parle, c'est de dire exactement, d'être précis pour avoir la bonne réaction au moment qu'on veut et de passer le bon message. Ben nous, on le fait sans la voix en fait, mais on le fait par le visuel. Et ça rejoint leur historique de graphiste.
où voilà, ils parlent pas, mais ils ont créé des pochettes, ils ont créé des albums, ils ont créé des choses visuelles, des clips et tout ça sans parler. Ils parlent jamais à part quelques fois en interview et on peut pas dire qu'on les voit beaucoup en interview non plus. Donc bon bah ça fait partie de leur manière de s'exprimer et moi je suis hyper fier et content de les aider à faire ça avec ce que je fais.